toutes et à tous. Je suis Adeline Lenz de l'équipe Women by Neoma Alumni et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau Women's Café. Donc, je vous rappelle que Women by Neoma Alumni, c'est le réseau des alumni de Neoma, c'est le réseau mixte des femmes et des hommes qui sont engagés pour faire de l'égalité professionnelle une réalité dans leur entreprise et dans la société. Alors, depuis septembre, nous vous avons invité pour un nouveau rendez-vous dans le creux du déjeuner. C'est le Women's Café. Aujourd'hui, c'est le 8e Women's Café. Alors, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est une rencontre qui dure 60 minutes avec des hommes et des femmes alumni de Neoma et qui font bouger les lignes de la parité dans leur métier et dans la société. Donc, nous les choisissons pour leur parcours inspirant et aussi pour leur impact au quotidien. Car ce qui nous importe, c'est d'avoir un impact positif et en cela, nous sommes complètement alignés avec la volonté de Neoma Alumni qui est que nous soyons engaged for positive impact. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons sur le thème des couples à double carrière. Donc nous allons parler des freins, nous allons parler des pièges et nous allons parler des clés de réussite. En effet, est-ce que l'on peut avoir une plus belle ambition que de réussir ensemble ? Donc aujourd'hui, nous réussirons ensemble, c'est le thème du Women's Café, mais c'est aussi le titre du dernier ouvrage d'Anne-Cécile Sarfati qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Adeline, bonjour tout le monde. Alors à l'écran également, Stanislas de Kersiz, alumni de Neoma, qui est avec nous pour nous apporter son regard. Nous le connaissons, beaucoup d'entre nous, pour sa carrière remarquable, mais c'est aussi un père d'une famille nombreuse et qui est engagé avec Alpha Couple. Donc, bonjour Stanislas. Bonjour. Donc, avec moi également de l'équipe Women by Neoma Alumni, Alexia Patrinos, qui aujourd'hui est votre ambassadrice et qui nous transmettra vos questions. Bonjour Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, peut-être quelques mots aussi sur nos participants parce qu'ils sont nombreux et ils sont de profils très divers. En fait, nous avons à la fois des diplômés qui peuvent être jeunes diplômés ou plus expérimentés. Nous avons des membres des clubs de Neoma Alumni, car Women est l'un des 32 clubs. Et nous avons par exemple Global Executive MBA, ça je sais que Alexandra Capadoros est une fidèle. Il y a aussi le club entrepreneur avec Thomas Play, il y a beaucoup de clubs. Et puis nous avons des alumni qui sont expatriés, car nous sommes 25% dans les 94 antennes internationales. Donc, bonjour à eux. Et je sais que la Suisse est parmi nous. Donc, bonjour Floria Mignot. Et puis, je voulais dire aussi un bonjour particulier à deux associations, car les étudiants de Neoma Business School sont avec nous aussi. Deux associations formidables avec lesquelles nous travaillons de plus en plus. C'est NATS, qui est l'association des étudiants qui, sur les campus, font le lien entre les étudiants et les alumni, et l'association He4She, qui œuvre pour la parité, qui est une association mondiale sous l'égide d'ONU Femmes. Donc, merci en tout cas à Arthur Chevalier, à Juliette Hibon et également à Elisa Perrault d'être avec nous. Voilà, donc vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la discussion directement dans l'onglet questions-réponses. Et juste pour vous rappeler le déroulé, nous avons à peu près 35 minutes où avec Stanislas, nous allons questionner Anne-Cécile sur son ouvrage et ensuite, il y aura votre temps de questions à la fin. Donc, profitez-en. Alors, peut-être, Anne-Cécile, pour commencer, quelques mots pour te présenter. Donc, tu es avocate de formation, puis tu es devenue journaliste, tu as même été grand reporter. Ensuite, tu rejoins le magazine Elle, où tu as été rédactrice en chef et très vite, tu as pris la direction de la diversification éditoriale. C'est d'ailleurs là que tu as créé les forums Elle Active, qui ont connu un beau succès. Et aujourd'hui, tu diriges Actuali, la société de conseil éditorial et événementiel que tu as fondée. Et comme tu sais, ce que nous apprécions beaucoup, c'est ton engagement, et notamment pour l'égalité professionnelle. Tu as écrit plusieurs ouvrages que nous avons rappelés d'ailleurs dans l'invitation, comme ce dernier livre. Et ces livres sont à la fois En fait, ce sont des essais engagés, parce que résolument positifs et constructifs,
Et ce sont des sortes de guides pratiques très, très bien structurés qui permettent finalement une application immédiate. Et tu sais combien chez Women, nous sommes attachés à l'action et à l'impact. Donc, nous avons vraiment apprécié ton ouvrage. Et puis, tu es mariée, tu as 3 fils. Donc, les choix de vie, c'est quelque chose que tu connais bien. Et je suis sûre que tu nous en parleras. Et enfin, je rappellerai que tu as été désignée parmi les 40 Françaises inspirantes par Forbes en 2020. Donc, pour tout ça, bravo et merci en tous les cas d'être là avec nous et d'avoir accepté d'échanger en direct. Merci de m'avoir invitée. C'est gentil aussi. Je suis contente de pouvoir parler de mon livre auprès d'un public qui est intéressé par ce sujet fondamental. Alors, parlons de ton livre, justement. Donc, il est sorti en fin d'année. Peut-être que quelques-uns d'entre nous l'ont reçu à Noël. En tous les cas, moi, je l'ai glissé dans le soulier de mon mari. On a un soulier d'ailleurs commun parce que c'est sous le sapin. On a plus de place quand on fait un double soulier. Et c'est vraiment un livre à lire à deux parce qu'il est bourré d'anecdotes qui font écho au quotidien des couples à double carrière. Donc vraiment, on passe des bons moments. En tous les cas, plus sérieusement, c'est un livre qui regroupe donc des témoignages de couples français et étrangers et qui regroupe aussi l'analyse et la recommandation d'une soixantaine d'experts. Je pense que tu nous en parleras tout à l'heure, donc qui peuvent être psychologues, sociologues, sexologues, des dirigeants d'entreprise, parmi lesquels d'ailleurs Stanislas. Et donc, la première question que je voulais te poser, Anne-Cécile, c'est pourquoi ce livre et que retiens-tu, toi, de cette expérience? Ce livre, en fait, c'est parce que j'ai déjà beaucoup écrit sur la question de l'égalité professionnelle et de la place des femmes au travail, puisqu'il demeure encore des inégalités dans le monde du travail concernant les hommes et les femmes. Les femmes gagnent encore moins, elles n'ont pas encore toujours des positions de même niveau que les hommes dans les organisations. Et donc, c'est vrai que la réalité voilà, l'expérience que j'ai d'avoir travaillé sur ces sujets-là de l'égalité professionnelle depuis des années, c'est que ça ramène toujours les inégalités aux inégalités dans le couple, souvent. Et dans les couples particulièrement hétérosexuels, je m'explique, j'ai commencé, moi, à travailler sur des couples de toute orientation sexuelle. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que mon sujet était un sujet vraiment de patriarcat, c'est-à-dire, en fait, un sujet d'hétérosexualité, parce que les inégalités qui perdurent dans les couples sont des inégalités liées en fait au rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société, liées au patriarcat, et même dans les couples les plus modernes et les plus égalitaires sur le plan des idées, en pratique, eh bien voilà, il y a toute une culture qui se remet en place souvent d'inégalité. Voilà. Alors que les femmes comme les hommes revendiquent aujourd'hui, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux auxquels je m'adresse, moi, c'est-à-dire aussi des gens qui ont fait des études et tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi de parler à la communauté d'alumni, parce que donc, les hommes comme les femmes revendiquent une égalité de réussite professionnelle. Donc, voilà, la vie privée souvent, la vie de couple souvent est un obstacle à cette revendication d'égalité dans la sphère professionnelle. Et c'est ce que j'ai voulu regarder, travailler, parce qu'il y a quand même aussi des couples qui y arrivent. Et ma démarche était une démarche constructive, positive. Je voulais aller chercher chez les couples qui réussissent ce défi, quelles étaient leurs clés de réussite et surtout les pièges dans lesquels ils n'étaient pas tombés. Peut-être qu'ils étaient un peu tombés au début et puis ils en étaient sortis, et voilà. Et j'ai voulu aussi aller chercher ça chez des experts, tu l'as dit Adeline, pour que ce ne soit pas un livre seulement de témoignages, mais aussi un livre validé un peu scientifiquement, entre guillemets, par des experts, des psys, des sociologues, voilà, des dirigeants aussi, voilà. Et donc ma conclusion, c'est que c'est difficile, mais c'est possible. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, Anne-Cécile, tu as écrit le problème de l'égalité au travail, c'est le couple. Et tu consacres d'ailleurs ton premier chapitre à la réussite comme étant
le ciment du couple. Nous allons y revenir. Tu soulignes aussi l'extrême complexité en fait, de l'environnement du couple, avec les freins socioculturels qui perdurent, les services publics qui restent quand même très inadaptés. Et tu évoques aussi les entreprises, les grandes entreprises comme les startups. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les freins en général et concernant les entreprises, puisque nous sommes à l'UNI et que nous sommes tous donc leaders ou nous dirigeons des entreprises, qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui aux entreprises? Qu'est-ce que tu suggères et nous recommandes? Bon, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le couple, il n'est pas tout seul en vase clos à essayer de régler tous ces problèmes de conciliation de vie personnelle, vie professionnelle, de double ambition professionnelle et personnelle et familiale. Il est dans un système plus large qui est la société dans laquelle on vit, qui voilà, on a l'impression qu'il y a une égalité, en tout cas, il y a de plus en plus une revendication d'égalité, mais en pratique, il y a quand même encore une inadaptation à cette ambition, cette double ambition de l'homme et de la femme dans la vie professionnelle. Et cette inadaptation de la société, elle passe par l'insuffisance, en effet, des services publics pour soutenir les parents qui travaillent. Je lisais encore un article très récent sur la dégradation du service public de la petite enfance et le manque de crèches, alors qu'il y avait eu quelques progrès faits les 10 dernières années. Ben là, on est à nouveau dans un recul. Il n'y a pas encore une place en crèche pour chaque enfant de moins de 3 ans dans ce pays. Je ne suis pas sûre que ça existera un jour. Hein, on en est très, très loin. Voilà, bon, l'école, tout le monde nous envie l'école à l'étranger parce que ça commence à 3 ans et c'est vrai que heureusement qu'on a l'école qui commence à 3 ans, mais voilà, c'est quand même encore compliqué, c'est encore très tourné dans l'idée que c'est la femme qui est responsable à 100% de l'éducation des enfants et le père quand même c'est moins son sujet, lui il est plus là pour ramener l'argent du ménage. Il y a encore beaucoup de stéréotypes dans la société, donc il y a ça. Et après il y a la question des entreprises, en effet, puisque c'est ce qui intéresse notre public aussi. C'est qu'il y a encore, ça change, ça évolue heureusement, mais il y a encore beaucoup d'entreprises faites par les hommes pour les hommes, et donc avec une insuffisance de prise en compte de la parentalité et parfois encore une reproduction des stéréotypes sur ce traitement de la parentalité. Quand je dis reproduction des stéréotypes, c'est-à-dire qu'au fond, il y a encore beaucoup de managers qui considèrent qu'une femme qui a des enfants, elle va être moins disponible, voilà, elle va moins s'investir, elle va rentrer plus tôt, elle va avoir moins d'ambition, etc. Alors qu'un homme qui a des enfants, et un homme qui a des enfants qui éventuellement aurait aussi envie de s'en occuper plus, de prendre plus de part dans la parentalité, voilà, en gros, il manque d'ambition aussi. Vous voyez, donc, en fait, il y a encore beaucoup des vieux réflexes comme ça. Ça bouge, ça évolue, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui pourraient faire des efforts là-dessus. Et par des tas de... Il y a beaucoup de solutions. J'en parle dans mon livre. Voilà. Et donc... ce que je veux dire par là, c'est que les couples ne sont pas tout seuls. Il y a à régler ce problème-là, et souvent le fait que autour de l'écosystème dans lequel ils évoluent est compliqué, il n'est pas encore totalement adapté au fait que on a envie de réussir ses enfants, on a envie de réussir sa carrière, et elle et lui aussi, les deux ont envie de réussir dans le couple. On est pris dans un système qui ne favorise pas ça encore. Voilà, ça évolue, mais c'est pas, on n'y est pas encore. Mmh. Les choses vont dans le bon sens, mais beaucoup trop lentement, en fait. Donc, alors, Stanislas, quelques mots pour te présenter à ton tour. Donc, je rappelle que tu es président et CEO pour la France et pour l'international, du moins tu as été président et CEO pour la France et l'international, toujours dans les métiers du luxe, et pour de très jolies maisons, puisque c'était Montblanc, Alfred Denil, Cartier, Van Cleef & Arpels et enfin Richemont, France, qui est, je le rappelle, le deuxième groupe dans ce domaine derrière LVMH. En tant que board member, tu gardes encore quelques mandats très actifs au sein d'organismes prestigieux, comme le Comité Colbert, où tu as été au board pendant 9 ans, mais aussi l'American Friends of le Louvre, la Fondation Rémy Cointreau,
le fonds d'investissement Caravelle, Barnes International et plus récemment Messica et Christian Louboutin. Et puis, tu as créé Sa Vie. Et là, vous investissez dans des startups de disruption digitale et aussi dans des startups qui innovent pour apporter des solutions aux défis du changement climatique. Donc, ta carrière a toujours été très active, toujours ouverte d'ailleurs et engagée. Et tu formes avec ta femme Anne-Sophie un couple à double carrière, et ceci depuis 35 ans, je crois. Donc, une belle expérience. Donc, Stanislas, tu sais qu'il y a beaucoup de duos, de couples à double carrière chez les diplômés. J'ai envie de te poser comme première question celle que j'ai posée à Nathalie Ross, qui était avec nous à un Women's Café précédent. C'est comment avez-vous géré avec Anne-Sophie ces choix, ces arbitrages au quotidien pour qu'ils ne soient pas reçus, ressentis comme des renoncements par l'un ou par l'autre? Comment avez-vous conjugué et comment conjuguez-vous aujourd'hui vos deux vies professionnelles et personnelles? Merci, c'est un sujet passionnant. D'abord, d'en discuter avec vous, c'est passionnant parce que si je vois vos initiales, Anne-Sophie Sarfati, ACS, Amour, Chéri, Sublissime, Adeline, AL, Amour Lumineux, AP, Amour Passionnant, donc c'est génial. Oui, ça se travaille. Donc, c'est vrai que ça fait 35 ans de mariage avec Anne-Sophie. Pour moi, c'est essentiel, quand on est à deux, qu'on soit plutôt duo que duel. C'est plus sympa, c'est plus heureux. C'est un travail, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on discute tout au long de notre vie, puisque au cours de ces 35 ans, on est parti 5 fois à l'étranger. Une fois, juste au moment de notre mariage, on est parti en Belgique, où j'étais chez Procter, ensuite en France, ensuite aux États-Unis, président de Montblanc aux États-Unis, ensuite à Londres, chez Alfred Dunhill, ensuite à Paris, ensuite renouveau aux États-Unis chez Cartier, ensuite en France, en Suisse. Donc 5 fois à l'étranger. À chaque fois, c'était des discussions avec Anne-Sophie en disant, tiens Anne-Sophie, il faut que tu arrêtes de travailler, il faut que tu me suives, est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas? Et j'ai trouvé c'est passionnant ce chemin de vie. Alors, on a eu des hauts et des bas. Le premier bas, c'était qu'au moment de mes fiançailles, j'ai rompu mes fiançailles. Ensuite, on a perdu malheureusement un bébé, c'était une épreuve, et on a failli se séparer. Mais chaque fois qu'on avait une épreuve, on travaillait dessus. On se faisait accompagner, on lisait des livres. Il n'y a pas une année où on n'a pas fait quelque chose pour notre couple. Et parce qu'en fait, dans la vie, nos parents, la nature, Dieu nous a donné 4 races, notre corps, notre cœur, notre esprit et notre âme. Et tout se travaille. Et donc, on a sans cesse travaillé sur notre cœur. Donc, ensuite, on s'est fait accompagner. On a accompagné Alpha Duo, Alpha Couple. Maintenant, on accompagne des gens en préparation au mariage. Pour nos 25 ans de mariage, on est parti dans le désert avec 25 copains et avec un prêtre et un sexologue pour partager pendant une semaine sur ce que c'est que le couple. J'ai trouvé ça passionnant. Et à chaque fois, je me souviens une fois, par exemple, on me demande de repartir aux États-Unis pour être président de quartier, après être président de quartier en France. Et je discute avec Sophie qui me dit, écoute Stanislas, tous les 3 ans, tu me demandes de partir, c'est compliqué. Cette fois-ci, OK, parce que tu adores les États-Unis, OK, mais 3 ans, pas plus. On ne va pas rester 5, 10, etc. Donc, je vois le CEO, je lui dis OK pour 3 ans. Au bout de 3 ans, je suis là-bas, le CEO a changé, je vois le nouveau, je lui dis, là, il faut que je rentre en France, c'était l'accord avec mon épouse. Il me dit non. Moi, je dis si, c'était l'accord avec mon prédécesseur. Il dit oui, mais c'est pas moi, c'est mon prédécesseur. Je dis écoute, excuse-moi, moi, entre mon job et ma femme, c'est pour la vie, le job, c'est pas pour la vie, donc je fais le choix de rester avec ma femme et donc je vais chercher quelque chose pour rentrer en France. Et quelque chose, ça m'a aidé parce que du coup, j'ai trouvé le job de président et CEO de Van Cleef & Arpels Worldwide basé en France. Donc voilà, mais c'est un chemin de vie, c'est un chemin d'amour. Et l'idée, c'est je t'aime plus qu'hier et moi que demain, et pour cela, je le travaille. C'est passionnant. C'est le travail d'une vie entière. C'est le travail d'une vie entière. Parce qu'une fine, quand on réfléchit, le travail est très important. C'est là où on s'engage, c'est là où on grandit, c'est là où notre travail a beaucoup de sens et beaucoup d'impact, et à la fois on peut être très heureux. Mais à la fois notre travail, quel qu'il soit notre travail, on ne va pas regarder ça toute notre vie, parce qu'à 65, 70, 60 ans, on va s'arrêter. Nos enfants, c'est génial, parce qu'on nous a transmis la vie, on peut transmettre la vie. Là aussi, nos enfants, au bout d'un certain temps, ils vont partir.
Khalil Gibran le dit, le poète libanais, dit les enfants, c'est comme une flèche, ils sont pas là pour rester dans notre dos, ils sont là on les met sur un arc et on leur donne le signe de vie. Donc, à la fin de notre vie, ce qui va rester, c'est notre conjoint, c'est ce qui peut rester. Donc, c'est extraordinaire, c'est le chemin d'une vie. Quand on dit, on vient de fêter le 35 ans de mariage, moi, j'ai jamais autant aimé Anne-Sophie, donc c'est plus qu'hier et moi que demain. Et mes beaux-parents vont fêter dans 2 ans leurs 65 ans de mariage. Je me dis, c'est génial, encore 30 ans à grandir. Donc, c'est sublime. Mais c'est pour ça que j'ai adoré le livre d'Anne-Cécile, parce que nous réussissons ensemble, ça se travaille. Et ça se travaille à deux. Notre chemin d'amoureux, ça se travaille à deux. Merci pour ça. Écoute, comme il y a beaucoup de couples parmi les diplômés, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui nous écoutent et qui sont sur la ligne de départ. Donc, pour les éclairer, quelle serait, Stanislas, ta première question à Anne-Cécile sur la réussite du couple? Anne-Cécile, on est humain, donc on sait que chacun d'entre nous, on est tombé 2000 fois avant de savoir marcher. Donc, chaque fois qu'on chute, d'abord, ça prouve que les chutes font partie de la vie, les crises font partie de la vie, mais le rebond est notre ADN. Et comme dit Nelson Mandela, je ne perds pas, j'apprends ou je gagne. Donc, la question, c'est sur notre chemin des couples, Anne-Cécile, quels sont les pièges? Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme chute possible? Le premier piège dans le couple à double carrière, c'est-à-dire qui revendique quand même une réussite professionnelle de l'homme et de la femme et une réussite familiale, enfin des enfants, c'est qu'en fait, cette ambition, parce que ce sont des couples qui ont de l'ambition à la fois pour leur famille et à la fois pour leur travail, cette ambition fait que très souvent, ce qui passe à la trappe, c'est l'ambition du couple. Et donc, on est ambitieux pour ses enfants, on est ambitieux pour son travail, mais on lâche complètement l'ambition pour le couple, en fait. On lâche complètement le soin du couple. Or, comme l'a dit très justement Stanislas, vraiment, alors là, je partage à 100%, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que le travail, ça s'arrêtera un jour, et puis les enfants, ça ne s'arrête jamais. Là, mon fils de 30 ans vient de m'appeler parce que manifestement, il a le Covid. Il a quand même demandé comment faire un test PCR à domicile. Non, le pauvre, il serait horrifié que j'ose raconter ça. Mon Dieu, oubliez ça tout de suite. Mais donc, ça s'arrête, enfin, je veux dire, ça s'arrête jamais, mais en même temps, ça s'arrête un peu quand même. C'est-à-dire que quand ils ont 30 ans, oui, et quand ils ont même 20 ans, quand ils partent pour faire leurs études, voilà, la charge opérationnelle de la vie familiale, elle diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, eh bien, souvent, si on a tenu jusque-là, on est très, très heureux de se retrouver aussi à deux et de pouvoir redonner du temps à l'autre, etc., etc. Mais en attendant, ça n'est possible que si on n'a pas totalement négligé l'autre pendant cette période. Et donc, voilà, le livre, il est là aussi pour cette période très difficile qui est où tout s'accélère en même temps, la création de sa carrière, l'accélération aussi de sa carrière. Donc, en gros, tout ça, c'est entre 30 et 40 ans, et la construction de sa famille. Les petits-enfants, les grossesses, les enfants malades, les nuits en pointillés, tout ça. Donc, ça fait beaucoup. Ce trop-plein fait qu'on manque de temps, qu'on a trop de choses à faire, et que souvent, ce qui passe à la trappe, c'est le soin qu'on porte à l'autre. Et voilà. Alors, il y a un autre piège, surtout pour cette population des diplômés, qui est d'importer trop dans la vie privée les outils de l'entreprise. Donc, évidemment que l'agenda partagé à deux, c'est très bien, mais bon, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est très bien de faire des points d'agenda et de partager son agenda, mais ça n'empêche pas certaines petites cachotteries. J'ai des super témoignages dans mon livre très rigolos. Un garçon qui me dit, enfin un garçon, un papa, un jeune homme, enfin, bref, un homme qui me dit oui, bon, je l'avoue, parfois le call à l'international, c'est en fait, je vais boire une bière avec un pote parce que j'en peux plus. Et j'ai une femme qui raconte la même chose, qu'en gros, le pot de départ du collègue, c'est aussi d'aller se faire masser avant de rentrer parce qu'elle n'en peut plus, elle est épuisée. Donc, mais ça, c'est pas très grave, c'est pas des grosses, voilà, c'est pas, voilà. Mais ça montre juste qu'il faut prendre cet outil comme quelque chose qui peut aider, mais qui n'est pas non plus à appliquer d'une façon très psychopathe, vous voyez, enfin, allez, obsessionnelle plutôt. Et donc, il y a un autre sujet auquel je tiens beaucoup, c'est
les plus et les moins du tableau Excel pour répartir les tâches dans la famille. Les jeunes couples voilà, qui ont fait des études prestigieuses comme votre école, etc., bah, ils sont tentés d'importer cet outil dans la vie au quotidien. Alors, ça peut être utile pour certains grands rendez-vous, mais je veux dire, comptabiliser minute par minute qui doit faire quoi, pour quel enfant, pour quelle tâche dans la maison, pour ceci, pour cela, ça peut dégénérer vers quelque chose d'un peu obsessionnel qui éloigne de ce que c'est finalement qu'une famille, un couple avec des jeunes enfants. Une famille, un couple avec des jeunes enfants, il y a de l'imprévu, les enfants sont malades, il y a un prof absent, le cours de piscine est annulé, etc., etc. Donc voilà, et ça peut rajouter des conflits au quotidien. Donc et c'est surtout ce que ça traduit, c'est un désir d'égalité totalement comptable de qui a fait quoi. Et c'est un autre piège. Pourtant, je suis une très grande féministe et je suis vraiment très, révoltée contre l'injustice parfois de l'absence, de l'insuffisance de partage des tâches dans les familles, dans les couples, entre les hommes et les femmes. Mais quand même, l'expérience montre que essayer d'évoluer vers plutôt une notion d'équité qu'une notion d'égalité purement comptable, c'est plus constructif dans un couple que d'en revenir toujours à tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Parce qu'après, la spirale des reproches peut vraiment aller très très loin et nous faire oublier totalement de ce pourquoi on est ensemble finalement et ce pourquoi on a décidé de faire notre vie avec l'autre. Voilà, encore une fois, c'est pas du tout pour dire aux femmes mettez votre mouchoir par-dessus, acceptez l'inacceptable. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que il faut faire attention à ne pas non plus tout confondre. Voilà, on peut avoir des désirs très progressistes dans la tête et dans les idées et tout ça, et d'ailleurs partagés entre l'homme et la femme, hein, et en pratique être rattrapé justement par une vie privée qui quand même a été elle aussi construite. Alors là, pour le coup, pour les femmes, par les femmes pour les femmes, mais alors aujourd'hui, ça c'est plus du tout adapté, mais n'empêche que il y a des sociologues dans ce livre qui me racontent. Il y en a une notamment, elle s'appelle Chiara Piazzesi, c'est une femme qui a beaucoup travaillé sur voilà, la sociologie, la sociologie des couples et l'égalité femmes-hommes dans les couples et tout. Et elle dit qu'au fond, nous portons en héritage encore aujourd'hui le fait que quand on rentre à la maison, nous les femmes, on voit tout de suite tout ce qui dépasse, voilà, tout ce qu'il faut ranger, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qu'il faudrait faire, et on se projette, et le dîner, et ceci et cela. Et les hommes sont programmés pour se reposer quand ils rentrent, parce qu'en fait, c'est ça leur histoire. Donc, ils ont peut-être envie d'aider, mais ils sont moins bons que nous encore pour aider. Enfin, d'aider. Pas d'aider d'ailleurs, le mot est très très mauvais, et d'ailleurs dans mon livre, vous ne le trouverez pas. Il ne s'agit pas d'aider, il s'agit de prendre sa part. Mais ils ont peut-être envie de prendre leur part, mais voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites dans ce livre sur comment les femmes et les hommes trouvent leurs arrangements. Et il y a aussi, quand je disais attention à pas opter pour une répartition trop obsessionnelle des choses, c'est que par exemple, il faut aller chercher les solutions des couples qui fonctionnent. Il y a un couple qui m'a raconté que en fait, ils sont sortis du conflit le jour où ils ont décidé en fait que ils allaient faire ce pourquoi ils étaient doués, l'un comme l'autre. Alors par exemple, lui, il s'en fiche complètement de dormir plus longtemps le samedi et le dimanche matin, alors qu'elle, elle est épuisée par sa semaine et qu'il faut qu'elle fasse un peu la grasse matinée. En revanche, lui, il a horreur de se taper les papiers de la famille et de la maison, et elle s'en fout complètement. Enfin, elle s'en fout pas, parce que personne ne s'en fout de remplir sa déclaration d'impôt et de payer les factures. Mais enfin, disons que c'est moins, ça lui coûte moins. Et ben donc voilà, donc maintenant ils ont décidé, lui, il se lève, il emmène les enfants à droite, à gauche le matin. Pendant ce temps-là, elle récupère, elle dort, et puis c'est elle qui fait les factures. Vous voyez, il n'y a pas genre tu vas faire 50% des factures, 50% du temps aux enfants, etc. Donc ils ont réussi à faire ça. Un autre truc, c'est ils se séparent, ils ont 3 enfants, 3 jeunes enfants.
Et voilà, ils arrêtent de vouloir tout faire tous les 5. C'est-à-dire que voilà, le samedi, ils se répartissent un peu les enfants. Il y en a 2 qui vont chez le coiffeur avec un enfant, avec le père. Vous voyez, il y en a un qui va au parc. Voilà, ils se partagent un peu les enfants aussi. Et tout ça fait que ça allège un peu le quotidien. Du coup, ils arrivent un peu plus à sortir du conflit, parce que le conflit peut être vraiment délétère. Hein. Merci, merci Anne-Cécile de nous mettre en valeur tous ces pièges qui sont sur le chemin d'une réussite. Et c'est important, la réussite d'un couple. J'adore ton titre, Nous réussir ensemble, parce que ça commence par un duo, le couple. Et si c'est une réussite à 2, ben on va réussir avec une famille, avec des enfants, avec sa belle famille, avec ses amis, avec son société, avec son entreprise, avec son village, sa ville, son pays, son continent. Et on commence à 2, on termine à 7,8 milliards. Donc oui, nous réussirons ensemble. Et pour ça, c'est important de dire, d'abord, il faut s'occuper de 3 personnes, toi, moi et le duo. Donc, il faut s'occuper de l'un, de l'autre et du duo. Le duo, c'est une entité en soi. Et puis, je garde cette image de Johnny Hallyday, allumer le feu, c'est bien allumer le feu, mais il faut l'entretenir. Donc, c'est important d'entretenir le feu, d'entretenir son amour. Et quand on imagine en 2024, bientôt, il y a les Jeux Olympiques, tous les champions du monde, dans toutes les catégories, c'est les champions du monde, c'est les meilleurs, ils ont tous des coachs. Bah oui, se faire aider, se faire coacher, lire des livres, les relire, les suivre. Oui, c'est bien pour le couple. Alors maintenant, on a vu les pièges. Quelles sont les principales solutions, Anne-Cécile? Quelles sont les principales solutions Il y a une solution pour rebondir? On l'a un peu vu, mais on va le faire d'un côté un peu plus positif. C'est de ne pas oublier l'autre et le duo, donc. Et donc, ne pas oublier le duo, ça veut dire être capable de lui consacrer du temps, parce que la question du temps est cruciale dans la vie de ces couples. Lui consacrer du temps, c'est aussi vous allez me dire, mais c'est pas possible entre tout ce qu'on a à faire déjà au travail, tout ce qu'on a à faire déjà pour les enfants. Déjà, soi-même, on s'oublie complètement. Alors, bon, moi, je pense que les femmes ont beaucoup, beaucoup à apprendre des hommes par rapport à leur carrière. C'est-à-dire que les femmes sont souvent, je l'ai été, hein, donc je peux vous le dire, trop perfectionnistes au travail. Et donc, le syndrome de la bonne élève au bureau, vous voyez, où on remet 150 fois l'ouvrage sur le métier et du coup, on perd un temps de dingue qui n'est finalement pas qui n'a pas une valeur ajoutée si grande par rapport au travail fait par notre petit camarade homme dans le bureau d'à côté. Et qui va rendre un truc correct à 80% et le reste du temps, il va aller faire un peu son networking ou aller faire son sport pour justement gérer son stress et se sentir mieux lui-même dans son corps et se consacrer un peu de temps. C'est lui qui a raison en fait. Donc nous, en fait, il faut qu'on soit un peu moins bon élève au bureau et il faut qu'on soit un peu moins bon élève aussi à la maison pour les enfants. Je veux dire, on n'est pas obligé non plus. Alors, d'être dans cette hyper-parentalité dans laquelle vraiment on est de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression éducative dans notre société qui est considérable pour les enfants. Et qui fait peser trop d'engagement, de pression, etc. C'est important, évidemment, de ne pas lâcher ses enfants, d'être toujours présent. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai commencé à écrire des livres sur l'éducation des enfants. Donc, c'était un sujet qui m'a préoccupé beaucoup, beaucoup quand j'ai eu des enfants. Donc, voilà, je ne suis pas du tout en train de vous dire abandonnez vos enfants, mesdames et messieurs, pas du tout. Mais voilà, peut-être que s'ils n'ont pas 150 obligations qui pèsent sur leurs épaules, les enfants, peut-être que ça allège aussi les parents. Je veux dire, dans certains milieux un peu élitistes, qui sont les milieux de diplômés, qui sont aussi dans votre communauté, Néoma, etc., il y a quand même beaucoup l'enfant qui va aller dans la meilleure école, qui va parler le chinois très tôt, en même temps qu'il va apprendre les arts plastiques, et en même temps qu'il va être un bon sportif, et en même temps, et en même temps, et en même temps. Et tout ça, ça veut dire des obligations de conduire les enfants à droite, à gauche. Enfin, voilà, de temps en temps, c'est bien aussi les enfants qui s'ennuient, vous voyez. Voilà, il faut revenir à des choses un peu simples de temps en temps. Quand on est trop fatigué, moi, les livres d'éducation que j'ai écrits, je les ai écrits avec une psychologue clinicienne que j'aime beaucoup, qui maintenant est très, très âgée. Et elle disait dans mon livre, elle disait, c'était des livres qui ont presque 30 ans maintenant, c'est un peu ancien maintenant, mais elle disait, écoutez, quand vous habitez en ville et qu'il pleut et que vous n'avez pas envie de sortir pour aller au parc parce que vous êtes trop fatigué, que vous avez trop travaillé, que ceci, vous ouvrez la fenêtre, hein,
et puis vous jouez avec votre enfant dans sa chambre en ouvrant un peu la fenêtre si vous êtes trop crevé. Il ne s'agit pas de faire ça toujours, mais il faut un peu se baisser aussi cette exigence considérable parce que sans lâcher dans sa tête le fait que cette exigence, il faut peut-être un peu la rediriger aussi vers l'autre, vers son conjoint. Parce que pourquoi aussi lâcher prise un peu. Lâcher prise un peu. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avant de donner du temps à l'autre, il faut s'en donner à soi. Donc, ça passe par le sport, je ne sais pas, par se donner un peu de temps à soi. Ça me paraît, mais indispensable. Ça demande, c'est vrai, une bonne organisation, mais ça demande surtout, de penser que c'est pas négociable. Nous, les femmes, on a un peu tendance à s'oublier, à penser qu'on est la dernière roue du carrosse après avoir coché toutes les cases, la maison, les enfants, le travail, voilà, éventuellement le mari et tout. Mais non, en fait, c'est moi d'abord et mon mari ensuite. Mais si moi, je me donne du temps et que je réussis un peu à me traiter un peu correctement en n'annulant pas systématiquement mon cours de sport avec mes copines, en faisant que ces rendez-vous avec moi-même ne sont pas négociables, et bien du coup, j'arriverai un peu plus à penser que mon rendez-vous avec mon mari, mon homme, mon duo, je ne sais pas comment tu l'appelles, Stanislas, mon conjoint, mon amoureux, ne sera pas négociable non plus. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans ces périodes où on construit sa carrière, où on a des jeunes enfants à éduquer, etc., se retrouver dans une relation d'adulte à adulte, avec quelqu'un quand même qu'on a choisi, pas pour rien, enfin, si c'est pour rien, bon, ben voilà, vous divorcez. Non, mais je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire surtout rester dans un truc qui ne vous convient pas. Mais si l'autre, vous l'avez choisi, vous avez été amoureux de lui à un moment donné, que ça sert à quoi vous n'allez pas trouver mieux ailleurs, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il vaut mieux essayer de travailler cette relation-là plutôt que de penser que l'autre n'est plus du tout celui que vous aimiez. Vous voyez ce que je faut essayer de se souvenir aussi qu'on est en couple, pourquoi on est avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Voilà. En préparant l'émission, Stanislas nous a évoqué une clé qui est très parlante, qui est justement sur le temps à consacrer justement à notre couple. Oui, mais il exagère un tout petit peu. Non, c'est pas. Moi, je trouve que c'est essentiel de travailler 5 aspects de notre relation, c'est-à-dire de faire la relecture. De la relecture, on doit toujours, sur notre chemin de vie, le relire en disant quelles sont nos réussites, quels sont nos échecs, qu'est-ce qu'on apprend. Et tout ça tout au long de notre vie. Et pour moi, il y a 5 points à regarder ensemble. C'est 1, la communication. Ça se travaille, la communication. 2, la résolution de conflits. La résolution de conflit, en cas de conflit, est-ce que tu es rhinocéros, tu casses tout et le conflit est toujours là, ou tu es plutôt hérisson, tu te caches, le conflit est toujours là, ou plutôt autruche. Donc voilà, c'est savoir qu'est-ce que tu es. Donc communication, résolution de conflit, vie intime, les valeurs, les projets. Alors sur la communication, ce qui est clé, c'est comme, c'est pas je te vois quand j'ai plus de boulot, j'ai plus les enfants, j'ai plus les Netflix, j'ai plus le PSG. Non, je te vois en priorité. Le premier, c'est un soir par semaine. C'est ma priorité. Un soir par semaine. Je suis d'accord. 2, un week-end par mois. Un week-end par mois. 3, une semaine par an. Donc régulièrement, un soir, ça peut être un petit déjeuner, mais un soir par semaine. Je me dis, on se voit toutes les semaines pour faire un point. Un week-end par mois. Et une semaine par an, tout au long de notre vie, pour faire une relecture de comment tu vas toi, comment je vais moi, et comment va notre duo, notre couple, notre amour. Je suis d'accord avec toi sur le soir par semaine, qui est facile à sanctuariser dans un emploi du temps, même si parfois on est tellement crevé qu'on aura envie d'annuler, mais non, on n'annule pas. Parce que, en fait, ce que je montre dans le livre, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. C'est des couples qui se disent parfois « Oh là là, je suis tellement fatiguée que je serais mieux avec une soupe devant Netflix. » Et en fait, parfois, enfin souvent, ils racontent ça, et d'ailleurs je l'ai expérimenté personnellement. En fait, l'énergie, tu retrouves de l'énergie, même quand tu es épuisé physiquement, tu retrouves de l'énergie dans la relation à l'autre, tu vois, dans le fait de sortir, d'avoir été, même si c'est pour aller dîner au bistrot du coin, parce que tu n'as pas tellement le temps de faire plus, mais voilà, d'avoir pris ce temps pour l'autre et pour toi, en fait. Ça, c'est très important.
Mais par contre, le week-end par mois, je pense que Stanislas, ça suppose d'avoir quand même autour de soi un écosystème qui t'aide pour garder tes enfants, des familles, des trucs. C'est pas malheureusement le cas de tous les jeunes couples qui parfois, tu vois, vivent pas dans la même ville que leurs parents, n'ont pas forcément des parents qui sont disponibles pour leur garder leurs enfants. Et laisser tes enfants à une babysitter un week-end par mois, bah, c'est très cher et puis t'as pas forcément envie non plus, tu vois. Quand ils sont petits, tu n'as pas forcément envie. Donc, moi, je suis d'accord pour un soir par semaine. Ça, c'est salvateur. Et puis, ça permet vraiment. Je veux dire, c'est vraiment être de mauvaise foi que de ne pas le faire. Vous voyez, enfin, c'est vraiment ne pas faire d'effort, je trouve. Il faut pouvoir le faire. Et c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Et une semaine par an, alors ça, il faut se démerder, mais oui, il faut le faire. Alors voilà, après les petits week-ends, si tu n'arrives pas tous les mois, franchement, ça me paraît pas non plus une catastrophe. Donc ça, c'est une chose. Et, euh, et je pense aussi que là-dedans, on n'en a pas parlé parce qu'on est pudique, mais dans le livre, il y a un grand, grand chapitre sur la sexualité. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus quand ça compte pour soi et quand ça compte pour l'autre. C'est-à-dire que souvent, ça passe, ça aussi, voilà, à la trappe parce qu'on se dit. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent que ça passe au second plan. Il y a la fatigue physique, bien sûr, mais là, le fait d'entretenir sa relation et de comprendre aussi qu'on peut se ressourcer comment dire, on peut retrouver de l'énergie par justement, bah, pourquoi pas la sexualité, mais aussi la relation à l'autre, enfin, par le temps accordé à l'autre, à son couple. C'est important de bien le comprendre, ça. Mais il y a aussi la sexualité qui passe, enfin, qui se met de côté pour des raisons plus ou moins conscientes de règlement de compte. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes qui se refusent sexuellement parce que elles veulent se venger de ce que leur conjoint ne partage pas suffisamment, les laisse tout faire, etc., etc. J'ai quelques personnes qui m'ont parlé de ça. Enfin, il y a même des études qui montrent que ça existe. Et en fait, j'ai aussi des femmes qui ont beaucoup réfléchi à ça et qui racontent dans le livre que, en fait, elles ont pu être tentées par ça. Souvent des femmes qui ont fait un travail sur elles-mêmes, qui racontent ça, qui ont fait un travail psy ou voilà, qui racontent qu'en fait, procéder ainsi, elles se punissent elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire que si ça compte pour elles se punissent un peu elles-mêmes aussi, si elles aiment ça. Et puis surtout, il y a une vision, alors là, moi qui ne me convient pas du tout, moi qui suis quand même beaucoup dans l'égalité femmes-hommes, qui est de finalement considérer que la sexualité, c'est un truc pour les hommes. Bah, merde, c'est aussi un truc pour les femmes, je suis désolée. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement un don qu'on fait à l'autre. Et on reçoit aussi, enfin, si ça se passe bien, évidemment. Mais, donc voilà, donc ça me paraît important aussi de ne pas perdre de vue ça, parce que ça, comment dire, le couple et la sexualité dans le couple, c'est un puissant régénérant. Enfin, c'est une ressource. J'ai intitulé le chapitre ressources du couple. C'est pas du tout. Je pousse pas les gens parce qu'il y a des couples qui se construisent et qui s'en foutent un peu. Enfin, je veux dire, dès le départ, c'était pas très important pour eux et ça le sera jamais et c'est pas grave. Et voilà, et je suis pas du tout en train de juger ni quoi. Mais parfois, ce qui se passe le plus souvent, c'est que c'était important pour eux au début. Dans cette trajectoire difficile du couple, il y en a un des deux qui lâche. Du coup, l'autre est frustré. Enfin bon, bref. Et du coup, ça ne fait que des conflits qui peuvent que dégénérer. Et en général, ça va pas très. Enfin, je veux dire, ça se finit pas bien pour le couple, ce genre d'arrangement temporaire, comme ça, non dit en plus, parfois. Anne-Cécile, le temps est en train de filer malheureusement. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement du sujet de l'argent, qui est un tabou dans le couple? Tu le développes dans ton livre. Quels sont les principaux pièges à éviter et quelques clés? Il y a un piège, vraiment. Alors déjà, dans 75% des couples, l'homme gagne plus que la femme. Ça conduit évidemment à la reproduction d'inégalités au sein du couple. C'est-à-dire qu'en gros, dans ces couples-là, souvent,
voilà, ça reproduit des systèmes de pouvoir qui font que c'est celui qui est favorisé dans sa carrière, c'est celui qui gagne le plus. Donc, c'est souvent l'homme. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas très juste en fait. C'est-à-dire que oui, pour l'économie générale de la famille, on peut comprendre la logique, mais pour l'égalité femmes-hommes, c'est pas forcément très juste. C'est-à-dire que voilà, si tous les arbitrages sont toujours faits en faveur de l'homme, je veux dire par exemple, Stanislas nous a parlé tout à l'heure des expatriations avec son épouse. Je ne sais pas en fait ce que faisait Anne-Sophie, mais dans la vie. Mais si finalement, comme tu étais celui qui probablement peut-être avait des opportunités professionnelles importantes, etc., systématiquement, si l'arbitrage se fait voilà, en faveur de l'homme parce que c'est lui qui est muté et c'est lui qui va faire gagner le plus à la famille, etc., il faut bien réfléchir aux conséquences de ça sur le long terme en termes de frustration potentielle hein, de celui qui se sacrifie, entre guillemets, professionnellement, je veux dire. Voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Il y a un autre truc que je trouve absolument, mais alors là, dément, mais dans lequel je comprends hein, que plus ou moins consciemment, beaucoup de femmes peuvent être, et hommes aussi d'ailleurs, c'est que toutes les dépenses de la famille liées à la vie ensemble et à la vie avec les enfants. Je veux dire par là la femme de ménage. Je veux dire par là les plats tout préparés qu'on achète parce qu'on n'a pas eu le temps de faire à dîner, parce que voilà, enfin, tous ces frais-là, tout ce volume d'argent, les babysitters, enfin bref, les colos, enfin tout ça, toutes les dépenses qui ont trait en fait à la vie personnelle, enfin familiale, très souvent, en fait, on les compare à ce que ramène la femme. Et donc, il y a une espèce de raisonnement lamentable qui se fait, qui est avec ce que nous coûte la famille, ce que nous coûtent les impôts liés à ce que tu gagnes, toi, ma femme, ou ce que je gagne, moi, la femme du couple, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de bosser? Mais ça, c'est pas possible de raisonner comme ça parce que, en fait, la femme de ménage, elle profite aussi, elle profite à toute la famille. La garde d'enfants, elle profite à toute la famille. Et l'homme qui est là, il est père de ces enfants-là. Enfin, je veux dire, donc en fait, toutes ces dépenses-là sont à regarder en comparaison de ce que rapporte la famille, l'homme et la femme dans cette famille. Mais là, Cécile, il me semble que la nouvelle génération est quand même, a fait un grand pas en avant en la matière. Oui Non. et non. Oui et non, parce que moi, j'ai des jeunes femmes. Alors, moi, je ne fais pas les programmes alpha et tout ça, mais je fais un peu de mentoring de jeunes femmes de 30 ans, etc. Et quand je dis à certaines jeunes femmes, mais arrêtez de vous culpabiliser de prendre des heures de femme de ménage en plus parce que c'est trop dur et parce que voilà, c'est une période. Et voilà, arrêtez de vous culpabiliser. Ça ne durera pas parce que quand les enfants s'en vont, vous avez beaucoup moins besoin d'être aidés. Vous avez beaucoup moins besoin de toutes ces dépenses-là. Voilà, c'est quand vous vous retrouvez à deux dans un appartement, franchement, tout ça, c'est derrière vous. C'est d'ailleurs un des messages qu'il faut transmettre aujourd'hui. C'est que c'est temporaire, ces problématiques de couple à double carrière. Il y a un moment donné où la charge opérationnelle, voilà. Mais il y a beaucoup de culpabilité encore des jeunes femmes par rapport aux dépenses. Mais elles ne raisonnent pas justement quand elles pensent comme ça. C'est-à-dire que non, il faut comparer le volume rapporté au couple. Et il y a un autre piège qui est aussi de penser que, de ranger entre guillemets son argent dans le couple en pensant que le conjoint c'est la panacée. Oui, c'est bien le conjoint, mais enfin, il ne faut pas l'abonder avec Madame met tout ce qu'elle rapporte et Monsieur met juste une partie de ce qu'il gagne pour qu'il soit la même chose que ce qu'elle rapporte elle, et comme ça, mais le reste, lui, il l'investit, il le place, etc., etc. Souvent, voilà, il y a des inégalités qui se reproduisent et qui sont très importantes sur la durée et qui ne sont pas très justes, en fait, voilà, parce que un couple, voilà, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, ça devrait fonctionner aussi
avec un volume d'argent voilà, qui soit juste. Alors effectivement, il y a tout un développement dans le livre et je trouve qu'il y a une notion qui est importante, en tous les cas, qui rejoint un peu ce que l'on disait avant, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une transparence, de mettre les choses équitablement sur la table. Et donc, s'il y a une différence, salariale notamment, compte tenu de l'implication que ça peut avoir aussi au moment de la retraite ou lorsqu'il y a eu des trous dans le parcours, ce qui est souvent quand même plus le cas chez les femmes que chez les hommes, eh bien, il faut en parler et il faut trouver des systèmes de compensation. Je trouve que Absolument. c'est des points qui sont Ouais, extrêmement forts. Alors, comme le temps absolument. passe, je pense que il est temps de passer de passer la parole à nos participants. Alexia, as-tu des questions de nos participants? Alors, elles sont nombreuses et je crois qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Je prends celle de Nathalie Ross qui est parmi nous et ravie de t'avoir avec nous. Elle nous dit réussir ensemble, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais quid de réussir seul? Parce que beaucoup de mamans se retrouvent seules avec leurs enfants, en sont grandement fragilisées ou ont plus de Ah oui, mal à poursuivre leur carrière. Donc, quelles idées bien aussi sûr. pour elles? Bah, bien sûr, non, mais c'est pour ça, c'est parce que je sais ça. Vous savez, j'ai travaillé 25 ans au magazine Elle, donc j'ai fait des tas de sujets sur tout un tas, sur la vie des femmes. Donc j'ai travaillé aussi sur les familles monoparentales. J'en ai interviewé plein, des mères seules avec enfants. Sincèrement, euh, si c'est difficile à deux, mais c'est encore plus dur toute seule, quoi. Donc voilà, il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire restez quoi qu'il arrive. Personnellement, dans mon parcours, si vous voulez, j'ai divorcé, moi, avec deux tout petits enfants. Donc, je sais ce que c'est. Je ne suis pas en train de faire une espèce comment dire, d'apologie de rester coûte que coûte dans le couple. Simplement, je sais aussi ce que c'est qu'un couple qui fonctionne bien, qui se choisit bien, voilà. Et je sais aussi les pièges dans lesquels on peut se retrouver. Et finalement, il y a beaucoup de témoignages dans mon livre de femmes qui ont un peu mon âge, hein, c'est-à-dire la cinquantaine, et qui disent que il ne faut pas se tromper, je l'ai déjà dit, mais je le redis sur pourquoi on est avec l'autre. Est-ce qu'on est avec l'autre parce que il partage les tâches d'une façon totalement comptable, ou est-ce qu'on est avec l'autre parce qu'on a les mêmes valeurs d'éducation des enfants, on a les mêmes goûts, on partage les mêmes centres d'intérêt, on s'amuse ensemble. Voilà, tout ça, si vous voulez, ça me semble quand même très important à ne pas l'oublier quand on est en rage, qu'on en veut à l'autre. Je suis passée par ces moments de rage personnellement. C'est arrivé déjà. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. D'abord, sinon, je n'écrirais pas là-dessus si ça ne m'avait pas touchée à un moment donné. Mais simplement, je sais que le système du reproche permanent fait à l'autre, on sait très bien où on arrive, enfin, où ça mène. Et ça mène en effet à ça. Ça mène à je suis toute seule, enfin, je pars, je préfère être seule que mal accompagnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sortent sur justement le couple, qui mettent en question le couple hétérosexuel. Le constat, il n'est pas faux du tout, d'ailleurs, c'est le même que celui que je fais dans mon livre, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé, tous ces freins socioculturels, tous ces pièges, etc., qui ne reposent pas que sur les individus, qui sont pour moi, je vous dis, je ne cesse de le dire, plus collectifs. Et donc, finalement, ces livres, notamment, il y a le livre de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote le couple hétérosexuel. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'elle écrit, mais je ne suis pas d'accord avec la conclusion. Il n'y a pas rien n'est proposé comme solution. Donc vous lisez ça. Moi, j'ai plein de jeunes femmes qui m'ont dit j'ai lu le livre de Mona Chollet. Heureusement, j'ai lu le tien après, parce que après le livre de Mona Chollet, je n'avais qu'une envie, c'était d'exploser mon mec et de me tirer avec mes deux gosses sous le bras. Et quand j'ai lu ton livre, heureusement, ça m'a apaisée. Voilà, moi, je regrette que ces livres ne donnent pas d'autre solution que de renoncer au couple. Y renoncer de deux façons, donc soit comme ça, je me casse, je vais élever mes enfants toute seule. Personnellement, je l'ai vécu pas très longtemps, j'ai eu de la chance de retomber sur un autre mari formidable qui m'a pris avec le package.
mais je l'ai vécu, je peux vous dire que c'est pas facile. Et encore, j'étais dans un milieu quand même assez privilégié, voilà. Non, mais bon, j'avais de l'entourage, ma mère était vivante encore, elle m'a aidée. Enfin, mon ex-mari était un homme vraiment génial, qui m'a pas mis de bâton dans les roues, qui a été formidable, qui a continué à s'occuper de ses enfants aussi. Mais c'est quand même très dur pour retrouver toute seule avec 2 enfants tout petits ou même plus grands. C'est quand même difficile. Et voilà, donc je trouve que voilà. Et alors l'autre solution proposée par ces ouvrages et par les néo-féministes, c'est de renoncer à l'hétérosexualité. Voilà. Voilà, je pense que c'est une bonne question. Est-ce qu'on va rester seul? Mais ça me fait penser à cette phrase de Coluche: sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres, c'est à toi de choisir d'en faire des murs ou des ponts. Bon, sur un mur, on est plutôt seul, ça va être un ghetto, mais j'ai rarement vu des gens heureux dans un ghetto, ou un pont. Et là, on parle des alumni. Les alumni Néoma, c'est des ponts. Et je pense qu'on peut travailler son couple. Il y a les conseillers conjugaux. C'est une profession qui a 70% de succès. Quand les gens veulent voir un couple, un conseiller conjugal, on dit: oh, j'en peux plus, il m'énerve, il me trompe, je ne sais pas quoi. Mais il y a 70% qui disent: ah non, j'avais un problème de communication, de résolution de conflits, de vie intime, de projet, de valeurs. Et moi, j'ai un programme pour les élections présidentielles de dire: reconnaissons les conseillers conjugaux, ce n'est pas encore une profession reconnue. 2, remboursons-les, parce que pour l'instant, on rembourse les médiateurs, c'est-à-dire après le divorce. Peut-être mieux de le faire avant pour aider, pour arriver avant. Et puis, je crois que l'idée, c'est de ne pas complètement rester seul. On peut se retrouver entre soi, des gens qui sont seuls en famille monoparentale. Mais voilà, l'idée, c'est et puis on peut rebondir. Vous savez, je vous le disais, on est tombé 2000 fois avant de savoir marcher. On est toujours rebondi. Donc, l'ADN est de notre vie. Rebondissons ensemble, partageons ensemble, rebondissons. C'est vrai que tu as raison de dire qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Après, est-ce que toi, alors tiens, ça m'intéresserait que tu nous dises, là, Stanislas, mais tu n'as pas le sentiment quand même que ces démarches de thérapie de couple ou de conseil conjugal, elles viennent souvent des femmes. Les hommes ont du mal à aller raconter leurs difficultés de couple. Oui, spontanément, tu as raison. Moi, quand on a fait avec Anne-Sophie, on avait suivi Alpha Couple, c'était plutôt les femmes qui sont premières, mais néanmoins, c'est génial. Donc, et globalement, les hommes, une fois qu'ils ont fait Alpha Duo, Alpha Couple, sont ravis. Donc, et je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de pudeur d'aller voir quelqu'un pour s'aider. Moi, j'animais ce couple, Alpha Duo, et tout d'un coup, je vois un couple de copains que je voyais qui vient me voir, me dit: ah, mais il n'y a personne qu'on est là. Je dis: pourquoi tu n'es pas à Bois de Boulogne avec des prostituées? Tu es en train de t'occuper de ton couple. Quel est le problème là? Et donc, mais je crois qu'il faut. On a un cœur, une âme, un esprit, on en prend soin et on le dit aux autres. Moi, je le dis, je l'ai fait ma vie, et je vous dis, aux Jeux Olympiques, tous les champions ont quelqu'un, un coach, soyons coachés toute notre vie. Et en plus, on peut être mentor, menti. Chacun d'entre nous, en plus des alumni, on peut être mentor d'un autre alumni et menti un jour. On s'aide les uns les autres au long de notre vie. C'est ça la solidarité, tutti fratelli. Ça, c'est l'importance des réseaux. Oui, et d'ailleurs, l'importance, il y a un chapitre entier dans le bouquin sur la vie sociale, parce que très souvent aussi, la vie amicale passe un peu à la trappe. La vie amicale, alors dans le livre, je parle vie sociale, et à l'intérieur, je distingue bien entre la vie amicale, les amis, tout ça, et puis la vie, on va dire, du réseau, networking, ne pas confondre, etc., etc. Mais en tout cas, au quotidien, il ne faut pas hésiter à s'entourer de couples comme nous. Avec des enfants du même âge, parce que c'est toujours plus facile de s'occuper des enfants collectivement. D'ailleurs, tu le dis, Stanislas, en Afrique, il faut un village pour élever un enfant, tu vois. Oui, mais tout au long de notre vie, ça fait 35 ans qu'on se voit une fois par mois avec 5 autres couples pour faire le point. Quelles sont les fleurs qu'on a rencontrées le mois dernier? Quels sont les bagages? Voilà, et donc c'est ensemble. Et dans mon livre, j'ai reproduit un extrait de cette étude qui avait été faite, que tu m'avais donné, Stanislas, sur la thérapie familiale. Et bon, avec des pourcentages de réussite et tout, c'est un petit encadré, mais ça montre bien en fait que ça marche en fait. Et c'est vrai que souvent, ce qui fait défaut au bout d'un moment, quand on est trop dans le conflit, dans la revendication, qu'on n'en peut plus, qu'on est déçu, que ceci, que cela, on n'arrive plus à se parler. Ça permet quand même de retrouver de la communication et de résoudre un peu, de résoudre le conflit et de passer un peu. Tu as raison. Et en moyenne, les gens qui vont à conseiller conjugaux, c'est 3 ans après le début des conflits. Donc, pourquoi attendre? Je veux dire, faisons-le tout de suite. Hein. Ça s'appelle la prévention, c'est mieux. Hein.
Malheureusement, le temps file et donc on va être obligé de conclure, mais on a beaucoup parlé du temps à sacraliser et c'est vrai qu'on se rend bien compte que dans les temps dans lesquels on vit et surtout avec toutes les complexités qui viennent se rajouter, trouver du temps et pouvoir le consacrer à son dos, à son couple pour réussir, c'est compliqué. Peut-être avez-vous un mot de la fin pour nos participants parce que nous sommes à 14 heures et donc nous allons les laisser. Est-ce que vous avez une dernière pensée pour leur mettre dans leur bagage avant de se quitter? Anne-Cécile? Bah oui, moi je pense qu'il faut vraiment, faut pas perdre de vue de pourquoi on est avec cette personne en fait. Voilà, pourquoi on est avec cet homme ou cette femme et pourquoi on l'a choisi elle et ou lui. Voilà, il faut revenir toujours à ça en fait. Et je pense qu'il faut aussi se projeter quand les enfants partiront. Je sais que ça paraît un peu loin quand on est en plein la tête dans le guidon et tout, mais ça vient très vite, vous savez. Ça vient très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Sur le moment, ça paraît insurmontable et vraiment, mais très long et tout ça, parce que parfois c'est très dur, quoi. Oui, mais le couple, c'est une ressource en fait dans ce tunnel. L'autre est une ressource dans ce tunnel. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça nourrit une admiration. On n'a pas beaucoup parlé des clés positives du couple à double carrière, mais l'ambition de carrière, le rayonnement professionnel de chacun, sans qu'il y en ait un qui soit, entre guillemets, sacrifié par rapport à l'autre. Ça nourrit aussi le couple beaucoup, ça nourrit une admiration mutuelle, ça nourrit un désir mutuel. Et du coup, et aussi, ça permet d'être une vraie ressource. Voilà. Une vraie ressource. Je crois que nous réussir ensemble. Donc, c'est ça le plus important. Donc, et en plus, si on veut réussir la vie, réussir le monde, ça commence en son duo. Et donc, lisez les livres. Moi, je suis abonné à 27 comptes Instagram sur le couple parce que tous les jours, je pense. Parce que, voilà, c'est extraordinaire. C'est une priorité. Eh bien, une fois par semaine, un week-end par mois, une semaine par an, c'est la priorité. Je vais réussir mon couple. Du coup, c'est plus facile de réussir ma famille, mon entreprise, ma ville, mon pays, l'univers. Et puis après, de rebondir parce que le Covid nous a rapprochés. Maintenant, c'est bien parce que la prochaine crise de changement climatique, il faut qu'on réussisse ensemble à sauver la planète. Il faut commencer d'abord par son duo. Absolument. C'est une vraie perspective. Écoutez, merci à tous les deux. Merci Anne-Cécile de nous avoir donné l'occasion de ce beau thème, de nous réussir ensemble. Et merci Stanislas d'avoir été là et puis de ton éclairage. On va vous laisser. On voudrait juste, avant de vous quitter, d'abord vous dire que dans l'onglet Converser, Alexia vous a mis tous les liens justement utiles, les séries, les applis, les livres que nous conseillent Anne-Cécile et Stanislas. Donc, n'hésitez pas à copier-coller ce qui vous intéresse. Et en ce qui concerne nos rendez-vous à nous, il y en a 3 que vous pouvez garder en mémoire. Le premier, c'est que pour ceux qui sont intéressés à être mentorés dans le programme de mentoring Lift, il y a une session qui commencera en mars et donc les candidatures vont s'ouvrir en février, donc guettez vos mails. Une date à marquer dans vos agendas, c'est le 17 mars à 19h, c'est le prochain Jeudi de Women. Ça sera avec Anne Browers et Gino Andreetta, qui sont tous les deux CEO au Club Med et qui nous parleront égalité, donc notre fameux hashtag que nous aimons tant, Equality for Success. Ils nous parleront de leurs convictions et comment ils les mettent en application Club Med. Et puis, une autre date que vous pouvez garder aussi, c'est le 5 avril. Ça sera le prochain Women's Café sur les bonnes pratiques en diversité et inclusion avec une entreprise, probablement PPG ou Danone ou une autre. En tous les cas, ce sont les 3 dates et vous avez même le lien, je crois, d'inscription pour le 17 mars, Alexia. Comme ça, vous avez déjà votre agenda tout prêt. En tous les cas, ça a été un plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci Alexia. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Adeline, il y a une question dans le chat de quelqu'un qui s'appelle Maxime Cabana qui demande pourquoi je parle que du couple hétérosexuel, mais il n'était pas au début peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je tiens à redire que j'ai commencé à enquêter sur les couples homo.
et que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes que les couples hétérosexuels, qu'en gros, ils n'avaient pas toutes ces histoires de décalage dans le partage des tâches, qu'ils étaient beaucoup plus égalitaires dans le partage des tâches, et que du coup, j'ai voulu valider cette espèce d'impression que j'avais d'une différence auprès de spécialistes comme des sociologues qui ont étudié couple hétéro, couple homo, etc., qui m'ont dit, mais oui, bien sûr, ton sujet est un sujet de patriarcat, donc un sujet de couple hétérosexuel. Après, pourquoi marier avec enfant, enfin vivant sous le même toit? Parce que en fait, la problématique, elle est liée à la grosse charge opérationnelle d'une famille. Quand on n'a pas d'enfant, qu'on vit pas sous le même toit et qu'on est en couple, on n'a pas de problème. Sauf si on s'aime pas. Mais je veux dire, on n'a pas les problématiques dont on a parlé là. Ce livre, c'est un livre, en effet, sur ce sujet du trop-plein de choses au même moment de la vie professionnelle. Non, mais je tiens quand même à préciser parce que, manifestement… Ce qui me rappelle quelque chose, voilà. Cécile, c'est qu'effectivement, pour ceux qui n'ont raté le départ, il va y avoir un replay dans quelques jours. Donc, vous pourrez y avoir accès sur la page de l'événement, donc sur le site Néo-Maluni. Sur la page de l'événement, vous aurez donc le bouton pour le replay. Et pour les autres, les invités extérieurs, nous le transmettrons via LinkedIn. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une belle fin de journée, tonique, et on vous dit à bientôt. Belle réussite. Belle réussite. À bientôt. Belle réussite aussi. Au revoir.